partenaire. Bien, ça y est, il y a du mouvement. Tout va bien. On continue, en fait, on continue l'après-midi en accueillant Claire-Marie Allard, qui est artisan du changement avec nous, et consultante, coach, formatrice et conférencière. Claire-Marie, bienvenue. Bonjour Claire-Marie. On l'applaudit bien fort. Claire-Marie, pour toi, l'évolution de nos organisations et la mise en œuvre d'une véritable stratégie de coopération avec les équipes et les partenaires est vraiment possible. Et elle peut passer par le management appréciatif. Et c'est ce que tu vas nous raconter. Donc je te laisse la parole. Je te remercie Nathalie. Merci Claire-Marie. Rebonjour officiellement à tous. Alors on va parler donc de management appréciatif. Peut-être que déjà en arrivant ici, vous vous êtes dit, ou en voyant le titre, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que c'est encore une extension, un type de management bienveillant, encore un outil, un modèle pour être un bon manager ? Voilà, donc déjà qu'est-ce que c'est ? Le constat, c'est vrai qu'aujourd'hui, face aux mutations organisationnelles, avec tout ce qu'on vit, dans le mode de management, on est tous à osciller entre encore des types de management un peu autoritaires, contrôle, décision, et puis justement des nouvelles formes plus récentes de fonctionnement, comme ceux qui écoutaient Sacha avant, plus collaboratives. Alors, aujourd'hui, le management appréciatif, le terme a été déposé par Jean-Christophe Baralis et Lié Failly. Aujourd'hui, c'est basé sur les études récentes, sur les études de psychologie positive notamment, et sur les neurosciences. Alors la psychologie positive, pour ceux qui se demandent, c'est la science du fonctionnement qui étudie les moyens et les conditions du fonctionnement optimal des individus et des organisations et des groupes. Ah oui, alors attendez, moi j'ai oublié de vous... Ah, j'ai un petit... C'est pas mon premier ici, alors voilà, bonjour, souplesse, flexibilité, adaptabilité. Non, si, non, pas du tout. Il me manque des bouts. Bon, c'est pas grave. En fait, ce qui a été, donc les études montrent, qu'est-ce qui montre, donc ça c'était censé être écrit, que qu'est-ce qui favorise un fonctionnement optimal chez les individus et les groupes? Il y a quoi? Il y a l'attention en fait qu'on porte à chacun, l'attention. Il y a la communication et les relations. Est-ce qu'on a des communications de qualité, des relations de qualité qui sont positives? Il y a la confiance, la coopération. Il y a aussi l'entraide, la gratitude, la reconnaissance. Est-ce qu'on vit ça? Est-ce qu'on ressent ça entre nous? Et puis, il y en a un dernier que j'ai oublié. Voilà, il va me revenir. Alors, le management appréciatif, en fait, se pose en termes d'attention. Comment on peut mettre notre attention sur ces aspects-là et les faire vivre? Comment on peut focaliser nos attentions et nos actions sur ces aspects-là, puisque c'est prouvé que ce sont les moteurs, en fait, d'un fonctionnement optimal chez les individus et chez les groupes. Alors, en termes d'attention, pourquoi on ne mettrait pas notre attention sur ce qui fonctionne, sur les réussites, aussi bien que sur les erreurs? Alors, on voit bien dans nos systèmes de fonctionnement et dans les organisations, on fait, alors quand on a un projet, souvent on fait des rétrospectives, on fait des bilans pour surtout analyser, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché, on passe beaucoup de temps à comprendre, à essayer de comprendre pourquoi. Alors évidemment, c'est précieux, on apprend énormément de nos échecs et de nos erreurs, parce qu'on va pouvoir savoir ce qu'on n'a pas bien fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas reproduire l'erreur. Ok. Donc ça, on sait bien le faire en général. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je sais bien le faire. Après, l'idée c'est, et si on faisait par exemple exactement la même chose avec nos réussites? Et si à la fin d'un projet, quand ça marche bien, on s'arrêtait de la même manière? En général, voilà, on a un projet, ça marche bien, ok, on est au résultat, ça, super, on s'auto-congratule, on se fait des bisous, ouais, merci, c'était cool, bravo et tout, et on enchaîne sur le prochain. C'est le cas? On avance, on se dit, c'est bon.
Et si on posait la même attention de se dire, qu'est-ce qui fait que ça a marché? C'est quoi la recette? C'est quoi les ingrédients là? Comment on a fait en fait pour que ça marche? Se poser et prendre le temps de savoir, pour pouvoir reproduire de la même manière. Autant on va pouvoir être en mesure de ne pas reproduire les erreurs, mais si on prenait le temps de pouvoir reproduire nos réussites. C'est comme de la cuisine, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui cuisinent, mais parfois on fait un peu au feeling, et puis on met des épices comme ça, on met ça, et puis à la fin on se dit c'est super bon, sauf que je ne sais pas ce que j'ai mis dedans, ou je ne me souviens plus. Dommage. Je ne vais pas être capable de pouvoir reproduire cette fameuse recette. Donc l'idée du management appréciatif, il se pose là-dessus, sur une attention et une posture particulière. Après, typiquement, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, dans ce qui est de l'ordre de l'attention portée à chacun, on peut se dire, on va être attentif aux forces des gens, de chacun, aux forces de l'équipe, par exemple. En termes de communication et de relations, on peut cultiver justement les manières de communiquer entre nous, type communication non violente, favoriser l'expression des émotions, etc. On peut, en termes de gratitude et reconnaissance, mettre des rituels en place, type les petits kiffs réguliers avec les équipes. On peut dire merci, favoriser ça. Par rapport à la confiance et la coopération, favoriser évidemment ce climat de confiance. Et puis, aussi cultiver l'optimisme. Alors vous allez me dire, voilà, tout ça c'est bien. Donc ça, dans la posture du management appréciatif, on va favoriser tous ces aspects-là. OK. On va dire, bon, super, très bien. Il n'y a qu'à faire ça, faisons-le. Alors je me doute que vous êtes probablement comme moi et que vous savez que ce n'est pas si facile. Il ne suffit pas de se dire, allez, maintenant, avec mon équipe, ça y est, c'est sûr, je vais être optimiste. Tous les matins, je vais arriver au travail, je vais être optimiste, je vais voir tout ce qui va bien et je vais le dire à tout le monde, ça va être super. Si c'était si facile, ça se saurait. Surtout qu'on a quand même un biais tous. Notre biais qui a contribué à notre survie, c'est le biais de l'espèce. C'est-à-dire qu'on a une attention, notre attention, elle est dirigée plus spécifiquement sur ce qui peut potentiellement être un danger, donc sur ce qui dysfonctionne. Ça, c'est le biais de notre espèce. Donc déjà, on part avec un petit handicap. Et puis aussi, on a des modes de fonctionnement qui font qu'on ne fonctionne pas du tout pareil et qu'on n'a pas le même rapport d'ailleurs à la capacité de voir ce qui va bien ou ce qui va moins bien. Prenez cet exemple de 2 vendeurs de chaussures dans les années 70 qui ont été envoyés en Afrique pour évaluer le marché. Donc ils ont passé une dizaine de jours là-bas. Et puis, au bout de 10 jours, ils ont envoyé un téléx, parce que oui, dans les années 70, on envoie des téléx. Et il y en a un qui a envoyé ce téléx en disant, bon, franchement, pas de marché, on laisse tomber, ils n'ont pas de chaussures. Et puis l'autre qui a envoyé un téléx en disant, opportunité de dingue, ils n'ont pas encore de chaussures. Donc on a vraiment cet état d'esprit, c'est comment je vois, comment je perçois, comment où est-ce que je mets mon regard et comment je le perçois. Et là-dessus, on n'est pas tous égaux, clairement. On a... Non, vraiment toujours pas. Bon, vous avez plein de visuels que vous ratez, c'est dommage. On a en plus, aujourd'hui, on ne se connaît pas. On pourrait considérer que l'entreprise et les organisations fonctionnent comme un bioréseau dont l'élément central, c'est l'humain. Et cet élément central, finalement, il est très méconnu. Son fonctionnement, comment on fonctionne, comment on marche, qu'est-ce qui fait qu'on va être motivé, engagé, satisfait. On connaît aujourd'hui presque mieux comment optimiser nos téléphones portables, paramétrés pour se faciliter la vie, bien entendu. On va passer du temps à changer les options, la luminosité, etc. Comme ça, on va être bien, que notre propre fonctionnement. Donc l'idée, dans cette posture-là, ça commence par soi, et de se dire, en fait, comment déjà je peux comprendre mon fonctionnement, celui des autres, potentiellement paramétrer, pour que cela soit plus facile et que ça favorise toutes ces actions et ces comportements de coopération. Alors, comment on fait ça? Parce qu'on est, comme je vous le disais, le biais déjà de l'espèce, déjà on a un biais de l'attention, et puis, dans notre fonctionnement de notre cerveau, là vous avez droit au cerveau, on a en fait, l'idée c'est de comprendre en fait.
En fait, je vais vous dire quelque chose, je vais vous avouer quelque chose. Cette idée de l'état d'esprit, là, dont je vous parle, en fait, ça ne s'apprend pas. Voilà, bah, écoutez, ça s'arrête là, je vais y aller. Non, sérieusement, c'est que ça se décide. Ça se décide. On comprend, on va pouvoir décider de comprendre déjà comment on fonctionne, comment les autres fonctionnent. On va comprendre et puis surtout, on va décider. On va décider d'appliquer, de basculer, de changer d'état d'esprit, de faire. C'est en conscience, en fait, que les choses peuvent changer. Et pour comprendre ça, je vais vous proposer de parler de la bascule du cerveau. Notre cerveau, il traite environ plus de 5000, on prend plus de 5000 décisions par jour. C'est énorme. Et on est conscient environ de seulement 1% d'entre elles. Les autres sont considérées en gros comme des spams. Donc on prend en conscience 1% de toutes nos décisions par jour. L'idée est de modifier en gros le paramétrage du filtre de nos spams pour que justement certains ne soient plus dans les spams et qui passent comme étant quelque chose sur lequel on met notre attention, spécifiquement. Alors comment ça marche? Pour opérer ça, c'est la bascule du cerveau. On a, je suis contente, du coup je vous montre, on a 3 sphères en fait dans notre cerveau qui sont des sphères automatiques. La première, c'est la sphère instinctive, celle qui s'occupe de nos fonctions vitales, respirer, boire, et puis celle qui s'active quand on se sent en danger. C'est du coup le fameux lutter, fuir, s'immobiliser. C'est tout ce qui est accessible quand on se sent en danger. Ensuite, on a la sphère grégaire. Dans cette sphère-là, on trouve tout ce qui est rapport au groupe, donc ce qu'on a construit évidemment depuis longtemps. On va trouver la confiance en soi, les mécanismes aussi relationnels qu'on met en place, tous les protocoles de comment on se sent dans les relations avec les autres. On a la sphère émotionnelle. Là, on trouve les préjugés, les croyances, les émotions, on est dans le limbique. Tout ça, ça fonctionne en fait en autopilote. Alors, cet autopilote, il peut être très utile, mais il peut aussi s'avérer défaillant, c'est-à-dire qu'il nous mène à avoir des actions ou des comportements qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas finalement même ce qu'on veut, nous. Et puis surtout en cas de stress. En cas de stress, c'est comme si finalement on était un peu pris en otage par nos sphères instinctives automatiques et qu'on fonctionnait comme si on était un peu régi par un mauvais boss, directif, impulsif, comme ça. Ça vous arrive à vous aussi, rassurez-moi? Oui. On a une 4e sphère, et c'est la seule qui n'est pas automatique, c'est la sphère adaptative. Quand on bascule dans la sphère adaptative, dans cette sphère-là, on trouve justement toutes nos capacités à résoudre des problèmes complexes, à être dans l'analyse. On trouve aussi l'humour, les choses plus fines. Et là, quand on est dans cette sphère-là, on pourrait dire qu'on est régi par le bon boss, celui qui a le lâcher-prise, la prise de recul, la capacité de voir les choses dans leurs ensembles, de prendre le temps de réagir, etc. L'idée, c'est de basculer en conscience, quand on en a besoin, quand on en a envie, et surtout le plus souvent possible. Alors la bonne nouvelle, voyons voir, oui, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de développer notre capacité à basculer, grâce à la plasticité du cerveau. Aujourd'hui, c'est prouvé que plus on active un système neuronal dans notre système, en gros un chemin, plus il se renforce et plus l'information circule vite. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent la plasticité du cerveau. Donc, c'est-à-dire que si vous décidez de mettre des choses en place pour basculer plus souvent et être en mesure d'avoir une posture qui soit plus ouverte et plus sereine et plus adaptative à ce qui se passe, plus vous allez le faire, plus ça sera facile de le faire. Alors évidemment, ce qui va faire la différence, c'est, comme je vous le disais, c'est comprendre, mais c'est surtout agir, répéter, continuer, répéter, répéter, répéter. Et c'est ce qui va ancrer en fait cette nouvelle connexion, clairement, cette nouvelle connexion synaptique qui va vous permettre de le faire beaucoup plus facilement et plus rapidement. Après, évidemment, je ne vous garantis pas que ce sera tout le temps, mais au moins quand on a envie et quand on le décide. Alors tout ça, c'est une histoire de choix. C'est à un moment, je décide. Donc évidemment, c'est ça qui est complexe aujourd'hui dans le management. C'est pour ça que dans la posture du management appréciatif, ce n'est pas un outil en soi. Après, il y a plein d'outils qui permettent d'alimenter, mais c'est d'abord une posture. C'est d'abord une posture, un état d'esprit, et ça commence par soi. C'est bien le thème, je change, nous changeons.
Si moi, je ne fais rien, si moi, je ne me mets pas dans cette idée-là, je ne peux pas demander aux autres déjà de le faire. Et il y a aussi une posture d'exemplarité. Alors, exemplarité, pas dans le sens « faut être parfait », mais exemplarité dans le sens « je montre l'exemple ». Je montre aussi l'exemple que je peux me tromper et que je peux justement apprendre et que je dis « bah voilà, qu'est-ce que j'ai appris de ça ?» Je montre l'exemple. Alors, pour faire un choix conscient et utiliser la bascule, j'ai choisi de vous parler de quelques techniques, quelques aspects qui en tout cas vous mènent à basculer. Alors évidemment, c'est arbitraire, il y en a plein, mais voilà, c'est concrètement comment je peux faire. La première, adopter la pleine conscience. Alors vous en entendez sûrement beaucoup parler, il y en a peut-être certains d'entre vous qui le font déjà, mais comme dit Christophe André, faire des activités monocentrées, faire des activités rien que prendre sa douche, sans penser, vous savez, à comment je vais dire à la réunion que, en fait, ce projet, etc. Conduire, rien que conduire, ou rien que écouter la personne qui me parle, sans attendre de se dire, voilà, etc. C'est donc ça, quand on est dans cette posture-là, quand on est en pleine conscience, quand on est en fait du coup à l'écoute aussi de ce qui se passe, de nos sens, même de la respiration, on active la bascule du cerveau. Marcher. Ça aussi, ça permet, d'ailleurs je vais le faire tout de suite, de basculer. Il y a beaucoup de dirigeants, il y a certains dirigeants en tout cas, qui adoptent ça, aller faire des réunions en marchant des points, quand on a envie de discuter d'un sujet, d'un problème, de quelque chose, d'un point. Allez, sortir, on sort du cadre et on marche. On le fait en marchant. Les coachings en marchant aussi se font beaucoup, c'est très bénéfique. On active quelque chose. Faire des pauses. Faire un pas de côté, ça paraît tellement simple que c'en est compliqué. À un moment, on est parfois tellement dans les choses. S'autoriser à juste faire une pause, s'arrêter, regarder dehors, faire 3-4 grandes inspirations et recommencer. Ou aller prendre un café, un thé. En tout cas, faire un pas de côté. Donc physiquement, se lever, changer de regard, aller faire autre chose ou simplement respirer. Pratiquer la cohérence cardiaque, ça c'est très efficace aussi, parce qu'on entraîne aussi, on active notre système parasympathique, donc il y a des applications qui existent type Respirelax. Alors voilà, il y a plein de choses si vous voulez creuser le sujet, mais là-dessus aussi, on favorise le corps à se réhabituer à rapidement être dans la bascule. Et puis, autre chose, pour être là-dedans aussi, repérer les forces de vos collaborateurs et de vos équipes, et les vôtres aussi, tant qu'à faire, et communiquer dessus en fait. Parce que voir les forces chez les gens, c'est super, leur dire, c'est encore mieux. Donc faire vivre en fait ça. Et puis pour le reste, vous pouvez compter sur la contagion émotionnelle et même voir, je ne sais pas ceux qui étaient là avant, même voir le biais de conformisme. Parce que ce biais de conformisme, il peut avoir des aspects qui peuvent être négatifs, mais en même temps, ça peut être aussi très positif parce qu'on se conforme aussi, on va faire comme l'autre, et donc si ça montre l'exemple, c'est aussi intéressant. On fonctionne en Wi-Fi. Les études sur les neurones miroirs nous montrent, il y a des études intéressantes sur l'implication des neurones miroirs par rapport au management et au leadership. Ce que ça montre, c'est que c'est la personne la plus représentative du pouvoir dans l'entreprise ou de la hiérarchie qui influe le plus sur les émotions de ses collaborateurs. Donc ce qu'elle dégage, ce que les gens perçoivent émotionnellement de ce qu'elle dégage, va être très fortement impactant sur la manière dont ils vont se sentir. Alors du coup, ça met la pression quand on est dirigeant, manager d'équipe, etc. Mais en tout cas, avoir conscience de ça, ça permet aussi de choisir. Donc vous pouvez aussi compter sur cette contagion, sur ces neurones miroirs, pour ensuite diffuser cet état d'esprit. Ça commence par vous, et ensuite ça se diffuse. Alors, l'idée d'adopter cet état d'esprit, cette posture, c'est pouvoir être conscient, choisir en tout cas en conscience où est-ce qu'on met notre attention, puis ce qu'on fait de nos actions, clairement. Et ensuite, ça crée en fait un climat positif à l'intérieur de soi et à l'intérieur des organisations, dans un premier temps.
Ce que ça génère, c'est de l'engagement, plus d'engagement au travail, plus de satisfaction, plus de plaisir. Et ça favorise du coup le bien-être au travail et l'évolution et l'épanouissement de chacun. Donc moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est dans vos mains, amusez-vous, appréciez, basculez, faites-vous plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup Claire-Marie. Merci Nathalie.